Alors, on commence par le premier panel avec Madame la ministre Raymonde Godo-Kofi, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Un chemin long, mais on est heureux de vous avoir parmi nous. Vous avez un parcours tellement exceptionnel que je ne vais pas pouvoir vous présenter. Je veux juste dire que vous êtes docteur en pharmacie à l'origine de formation et que vous avez occupé plusieurs postes à haute responsabilité dans votre pays, la Côte d'Ivoire, que vous avez œuvré pour le développement de l'Afrique. Je vous laisse, madame, vous présenter encore mieux. Vous avez entre 10 et 15 minutes. Excusez-moi si j'insiste sur le temps. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Je vous remercie. Et je voudrais, d'entrée de jeu, saluer toutes ces personnalités ici, présentes aujourd'hui, suite à l'invitation de Salma Dialogue. Et je voudrais vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être parmi toutes ces personnes venant de divers horizons. Alors, comme nous n'avons que 15 minutes, je vais bien entendu éviter de faire de longues présentations et seulement dire que j'ai eu la chance d'avoir été présente dans les 2 mandats de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Donc j'ai fait 10 ans de présence dans le gouvernement. Et seulement depuis juin, je suis sortie du gouvernement, mais je suis rentrée encore avec les 2 pieds et la tête à nouveau, puisque le gouvernorat, les ministres-gouverneurs, après la création de 12 nouveaux districts, donc sont sous la tutelle de la primature. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, je ne m'en suis pas sortie du tout. Alors, je voulais simplement dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'une superficie de 322 462 km², avec une population de 28 millions d'habitants. Et mon pays a donc accédé à l'indépendance le 7 août 1960. Cela fait donc 61 ans. Dans l'histoire du monde, on dirait que c'est une jeune nation, après bien sûr la période coloniale. Le premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, de 60 à 93, a fait entrer la première femme ministre chargée de la condition féminine de 1976 à 1983. Donc 10 ans après notre indépendance. Cependant, elle a été donc députée de 65 à 1980. La Côte d'Ivoire devient donc l'un des premiers pays subsahariens à avoir des femmes dans son gouvernement. Après le président Félix Houphouët-Boigny, les autres présidents qui ont succédé ont fait bien entrer également des femmes dans le gouvernement, mais bien sûr à des taux moindres. Sur parfois 49 ministres, vous avez peut-être 3, 4, 5 femmes. Alors, au vu de tout cela, en 2002, survient donc un coup d'État en Côte d'Ivoire, une rébellion s'installe. Des femmes, décideurs de tous les niveaux, politiques, associatifs, ONG, décident donc de se mettre ensemble pour prendre part aux négociations entre les parties belligérantes, la communauté internationale et le parti au pouvoir. Je vous raconte cela tout simplement parce que ces femmes ont décidé de donner de la voix et ont voulu prendre part au destin de leur pays. Plusieurs lieux de négociation, Accra, Pretoria, en Afrique du Sud. Elles considèrent donc que rien ne peut se faire sans elles. Ce groupe, qui a été constitué donc en 2003, porte le nom de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Et j'en fus la première vice-présidente, de 2003 à 2011. L'une des premières préoccupations justement de ce groupe, de cette coalition des femmes leaders, s'est présenté sous une forme de slogan. Pourquoi pas une femme? Avec un point d'interrogation. Pourquoi pas une femme au niveau politique? Pourquoi pas une femme au niveau économique? Pourquoi pas une femme au niveau même culturel? Alors, ces femmes ont sillonné le pays entier, en pleine crise, je vous dis bien en pleine crise. Et elles se sont fait aider par les forces onusiennes,
Ceci afin d'interpeller les dirigeants, afin qu'elles soient présentes là où se prennent les décisions. C'était l'objectif de la création de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. On peut peut-être se dire que cette position, c'était une façon de quémander des postes, parce que c'est l'impression que les gens donnent quand on parle de femmes au poste de décision, lorsqu'on a des débats avec des hommes. Oui, mais pourquoi est-ce que vous demandez des postes? On ne demande pas des postes, on dit simplement qu'on est capable d'être à ces postes. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer ce que je viens de dire. Je vous disais, donc, je suis rentrée au gouvernement en 2011 et j'avais le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et à ce niveau-là, j'avais, comme tout le monde, on a donc des textes de loi, des décrets qu'on présente. Et je vois le président de la République et je lui dis, Monsieur le Président, il faudrait qu'on revoie le projet de loi, la loi sur le mariage. Je lui explique, j'argumente, et c'est quelqu'un qui est très ouvert. Il m'a dit, bon, d'accord, ok, ça marche. En conseil, je présente mon projet volet de bois vert. Tous les hommes du gouvernement, à jamais de la vie, c'est pas possible. Tu n'y penses pas. Enlever le terme de chef de famille, mais c'est pas possible, ça ne pourra jamais se faire. Et le président me soutient. Je vais donc à l'Assemblée nationale, en tant que commissaire du gouvernement, présenter mon projet avec la révision des articles 68 sur le mariage. Qui dit quoi? Qui dit que l'homme et la femme sont responsables du foyer, gèrent le foyer. L'homme et la femme se chargent de l'éducation des enfants. Donc, on extrait le terme de chef de famille. Alors là, catastrophe. Et nous étions en coalition avec plusieurs partis au sein d'un groupement politique qu'on appelle le RHDP. Il y avait donc mon parti à moi, le PDCI, et ce sont les députés PDCI du Parlement qui ont rejeté ce projet de loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Le président de la République a dissous le gouvernement. Donc, j'ai été, moi, la femme qui a fait dissoudre un gouvernement. Simplement parce que j'ai voulu et j'ai souhaité changer les choses dans mon pays. Permettre aux femmes de voir, si vous voulez, de formaliser ce qu'elles font en général. Parce qu'elles le font. Elles aident leur mari, mais nulle part c'est formalisé. Nulle part c'est écrit. Donc, on a changé un gouvernement simplement parce que des députés avec lesquels nous étions en alliance avaient refusé de voter cette loi. En fin de compte, la loi a été promulguée en 2013. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire que dans nos pays particulièrement, la promotion, la parité en politique vient surtout d'une volonté, la volonté politique. Je prends l'exemple du Rwanda. J'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'ils sont sortis d'une grande crise qu'on appelle le génocide. Et le Rwanda, après le décès de tous les hommes qui sont partis à la guerre, les femmes, on a vu qu'il y avait une parité au sein de l'Assemblée nationale, 50-50%. Au Sénégal, on a eu également 50-50% des femmes au sein du Parlement sénégalais. Dans le cas de mon pays, cette volonté politique, le président de la République a souhaité plutôt qu'on passe d'abord par le quota des 30%. Mais je pense que ça s'est vu aussi dans plusieurs pays. Passer d'abord par le quota des 30% avant d'arriver donc à la parité. C'est une démarche. Mais vous voyez, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faille parler d'abord d'équité au niveau de la justice, d'équité au niveau des différentes politiques et d'équité au niveau même, mettre ça dans l'esprit, c'est-à-dire permettre à l'homme et la femme à diplôme égal, fonction égale. Donc, c'est cette démarche que la Côte d'Ivoire a donc utilisée à partir de plusieurs autres textes qui ont été là. Par exemple, faire en sorte que les petits garçons et les petites filles, que la scolarité soit obligatoire et l'enseignement gratuit de 6 ans à 16 ans. Donc, ce sont ces différents textes qui ont permis au président de la République de faire passer une loi au moment des élections et permettre l'alternance, un homme
une femme, un homme, une femme. Même là, je vous dis, même là, les hommes trouvent le moyen, les candidats, en tout cas hommes, trouvent le moyen de dire, mais où sont ces femmes? On ne les voit pas. On les cherche, on ne les voit pas. Donc, vous voyez, je voulais que vous mesuriez la difficulté que nous avons, malgré les textes, malgré le fait qu'on a des présidents qui ont une volonté nette de faire avancer les choses. Sur le terrain, les choses sont différentes. Je ne sais pas à combien je suis, puisque je n'ai plus utilisé mon texte. Donc, il me reste combien? Il me reste 10. Ah, mais 5, mais parfait. Donc, voilà. Donc, la partie, je vais dire, aggravante de cette situation, c'est ce que je disais, c'est que si nos gouvernants ne nous aident pas, nous, qui sommes femmes au sein d'un gouvernement, si la tête ne nous apporte pas cet appui, quels que soient les règles, les décrets, les projets de loi adoptés ou promulgués, si on n'a pas cet appui, effectivement, on ne pourra pas s'en sortir. Et puis, il y a le rôle très important de la société civile, qu'il ne faille pas oublier, parce que ce n'est pas seulement le fait d'être politique, mais cet appui vient également de toutes ces personnes qui sont dans la société civile, qui impactent sur la vie au quotidien des hommes et des femmes. Alors, je voulais également noter une chose qui, pour moi, est extrêmement importante et qui a jalonné un peu tout mon parcours. Je me suis, en dehors du fait qu'on s'est posé la question, pourquoi pas une femme à tel ou tel poste, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la possibilité aux femmes de s'exprimer dans la sphère, je veux dire, politique, économique, sociale et culturelle. Je pense que nous devons nous-mêmes nous poser des questions, sincèrement, nous-mêmes les femmes. Est-ce que réellement, cette parité dont nous parlons, est-ce que réellement nous l'accompagnons? Est-ce que dans notre esprit, ce n'est pas simplement le fait de dire que nous sommes l'égale des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes, est-ce que égaux aux hommes, j'allais dire. Moi, je ne le prends pas dans cette dimension d'égalité. Pour moi, je reste convaincue que la génération à venir, et je vois qu'il y a des jeunes dames, beaucoup de jeunes dames dans la salle, et cela me fait énormément plaisir parce que je suis d'une autre génération. Oui, je suis de notre génération, j'ai 65 ans, et depuis l'âge de 38 ans, je me bats pour que nos femmes, dans nos villages, en ville, au milieu urbain, dans le milieu de la ville, rurale, il faut également que ces femmes-là aient une place. Et le fait de promouvoir cette équité permet aux femmes même du milieu rural d'avoir leur place dans certains milieux. Je parle même au niveau de l'agriculture. Je parle de toutes ces femmes qui se sont engagées à faire en sorte que l'économie de leur pays puisse avancer. Mais elles travaillent à côté de certains hommes. Elles sont à côté de ces hommes-là. Et elles n'arrivent pas à comprendre, elles aussi, qu'elles ont développé un leadership dans leur profession, en milieu rural, et qu'elles sont des modèles pour la jeune génération. Donc voilà, de la parité, de la politique de la parité en politique, je pense que l'un dans l'autre, Mina, je pense que l'un dans l'autre, c'est une volonté d'abord qui doit être personnelle, mais également une volonté que nous pouvons toutes partager parce que nous avons la possibilité d'impacter sur notre environnement et nous avons la possibilité d'impacter afin d'être des modèles plus tard pour la jeune génération qui arrive. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour votre présentation. Vous avez touché du doigt la problématique essentielle qui touche au problème d'inégalité de genre. Ce sont les politiques publiques à réformer, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine ou partout dans le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puisqu'on est là, tous, de différentes origines, de différents horizons, nous devons, grâce à cette conférence et grâce à ce programme,
travailler pour justement réformer les politiques publiques, pour qu'il y ait des politiques, pour qu'il y ait des quotas, pour que les femmes soient plus présentes, que ce soit en politique ou bien dans les différents postes à haute responsabilité. Merci infiniment, Madame la Ministre. Quelqu'un aurait une question à poser à Madame Raymonde Godot-Kofi ?